Éducation voyageuse. Aujourd'hui, on entame la deuxième vidéo de la playlist sur les classements des meilleures universités au monde. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux le faire et tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie chaque semaine. Tu peux aussi me suivre bien sûr sur Instagram. Alors aujourd'hui on va parler du classement par le magazine anglais Times Higher Education. Ce classement il s'appelle World University Ranking et il classe les 400 meilleures universités au monde. Depuis 2004 il existe ce classement et il recouvre 3 missions principales des universités, à savoir la recherche, l'enseignement et le transfert des savoirs. Il regroupe, en fait, il fait son classement en fonction de 13 critères répertoriés en 5 catégories différentes que je vais vous énumérer. Donc on a la catégorie numéro 1 qui relève des citations, donc l'influence de la recherche d'une université, à savoir le critère de l'impact des citations, fait une moyenne par article et ça vaut 30% de la note. La deuxième famille, c'est celle de l'enseignement. Donc là, on vient essayer d'évaluer l'environnement d'apprentissage avec des critères comme revenus par universitaire, une enquête de réputation. C'est ce qui est intéressant dans ce classement, c'est que ce n'est pas seulement un classement avec des critères quantitatifs, comme on l'a vu avec le classement de Shanghai. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo dessus, je vous invite à aller la regarder. Donc là, le classement par Times Higher Education, ils font aussi appel à des critères plutôt qualitatifs, comme les enquêtes de réputation. Il y en a une pour la recherche et il y en a une pour l'éducation. En fait, ça revient à inviter des experts du monde entier dans des domaines très précis pour chaque université, à nommer leurs pairs et les universités qui pensent être les pionniers, des gens excellents, en tout cas renommés, réputés dans ce domaine-là. Ensuite, on a un critère, le nombre de bourses doctorales par universitaire et le nombre de bourses doctorales par rapport au nombre de bourses bachelor. Et ensuite, le nombre d'étudiants undergraduated admis par universitaire. Tout ça, ça nous fait une note qui équivaut à 30% de la note finale. Ensuite, en troisième grande famille, on a bien évidemment la recherche. On cherche à évoluer le volume, le revenu et la réputation de la recherche d'une université. Là, on parle du nombre d'articles académiques et de personnel de recherche, le revenu de la recherche et on fait une enquête de réputation sur la recherche de l'université. Tout ça, ça nous vaut aussi 30% de la note finale. Ensuite, point important qui n'était pas présent dans le classement de Shanghai, l'international, la catégorie internationale des personnels et des étudiants. Donc on essaye de faire un ratio entre étudiants locaux, domestiques et étudiants internationaux. Pareil pour le personnel, entre domestique et international. Et ensuite on fait aussi une proportion en fonction des articles coécrits internationalement. Et ça vaut 7,5% de la note finale. Enfin, dernière catégorie qui n'était pas non plus présente dans le classement de Shanghai, c'est celle de l'industrie, revenus et innovation, à savoir le revenu alloué à la recherche provenant de l'industrie. C'est aussi intéressant, il vient d'apparaître dans ce classement. Le classement 2021 nous donne en top 3 tout d'abord l'université de Oxford, l'université ensuite de Stanford et l'université de Harvard. Sans grande surprise, ce sont le même top 3 que Shanghai, mais pas dans le même ordre. La France, elle, les 3 premières universités qui figurent parmi les 400 meilleures au monde, on a en premier Université PSL, Paris Sciences et Lettres, qui est en 46e position. Et en numéro 2 français, on a l'École Polytechnique et Sorbonne Université qui sont à égalité en 87e position. Les points forts de ce classement sont vraiment la prise en compte de l'enseignement. Donc voilà, on estime, contrairement à Shanghai, on estime dans ce classement que l'enseignement, la qualité de l'enseignement, l'environnement d'apprentissage fait une université sa réputation, son excellence.
Il y a des enquêtes qualitatives auprès d'experts, donc ce ne sont pas que des critères quantitatifs mesurés, il y a aussi des critères appréciatifs. Et il y a bien entendu la prise en compte de l'internationalisation et le rapprochement entre le monde de l'industrie et le monde académique. Vous pouvez bien sûr consulter ce classement sur le lien que je vais vous mettre dans la description. Voilà, donc j'ai choisi de vous présenter ce classement parce que je trouve qu'il a des points intéressants et en tout cas des pistes d'amélioration par rapport au classement de Shanghai. Maintenant, ce classement il est aussi critiqué de fait que les critères ne sont pas, j'allais dire subjectivables, mais ça se dit pas. Dans le sens où, pareil, ce sont des critères choisis, définis, et c'est comme ça, on doit se plier au classement, alors que certains chercheurs ou certains politiques demanderaient que justement on puisse mesurer un critère par rapport à un autre, on puisse en fait nous-mêmes voir en fonction de quel critère importe le plus, quelle université est plus ou moins bien classée. En fait, il faudrait, selon les experts, les spécialistes des classements, il faudrait qu'on puisse avoir des classements qui ne soient pas aussi faciles à lire que 1, 2, 3, mais qu'on puisse avoir des classements un petit peu plus complexes et un petit peu plus complets, que l'on puisse personnaliser au final. Voilà pour ce qui était de la deuxième vidéo de notre playlist sur les classements des universités dans le monde. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster. Je vous dis merci et à bientôt.